Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. À ceux qui sont intéressés par l'univers The Walking Dead, ces vidéos s'adressent avant toute chose à vous qui me suivez chaque semaine pour avoir la review, une review 100% spoilers qui se base à la fois sur l'épisode mais aussi sur les comics, sachant que la saison 11 n'a pas grand chose à voir avec les comics, il faut le dire, et cet épisode, encore une fois, est une totale surprise parce que rien de ce qui se passe dans cet épisode n'a lieu dans les comics. Et c'est tant mieux d'ailleurs, ça nous permet d'avoir de grosses surprises. Et c'est le cas dans cet épisode, un épisode plus violent que les autres, un épisode pour le coup qui est vraiment violent, limite glauque par moment, avec du développement de personnages, encore une fois, au niveau de Maggie, mais aussi de Lydia, du développement de personnages sur Ezekiel qui fait très plaisir, du développement sur le Commonwealth, notamment Lance et ses hommes, notamment son bras droit Carson. On va en apprendre plus sur les intentions de Lance. Et enfin, du développement sur Negan, parce que oui, c'est le retour de Negan, on ne l'avait pas vu depuis la fin de l'épisode 9, où il avait dit à Maggie, je vais partir de mon côté, et toi du tien, et on va régler le solde, et chacun de son côté, comme ça, tout va bien, et là, c'est le retour de Negan. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas sans le savoir, si vous êtes fan de The Walking Dead, on a eu l'annonce d'un spin-off Maggie-Negan, j'ai fait un petit live dessus, d'ailleurs, soit dit en passant, désolé de la qualité du live, je sais que c'est pas extraordinaire, mais c'est parce que StreamYard ne me permet pas de faire plus que du 720p dans sa version payante, et donc voilà, et puis c'est vrai qu'il y avait quelques coupures, mais l'essentiel a été dit. Ce spin-off Maggie-Negan, qui se passera après la saison 11, donc après cette saison finale, fait qu'on aura les deux personnages qui vont s'entendre, puisque forcément, ce sera une mini-série en plus, de 6 épisodes, forcément, ils vont travailler main dans la main, entre guillemets, figurément parlant, pour aller à la recherche de on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, mais toujours est-il qu'ils s'entendront bien, ils ne seront pas ennemis. Et dans cet épisode, on commence à voir un petit peu comment va évoluer la relation Negan-Maggie, et surtout comment aura évolué Negan, parce que oui, Negan, encore une fois, avance un peu plus dans son chemin de rédemption, et là on peut dire que pour le coup, Negan c'est vraiment le mec qui, dans cet épisode, sauve la mise de pas mal de personnes, et quelqu'un de pacifique, qui va s'avérer plus humain que... bon voilà, je vais vous en dire un peu plus dans quelques secondes. Quoi qu'il en soit, on va faire cet épisode, on va faire cette review dans l'ordre chronologique. On va commencer avec ce petit passage à la colline, Lydia qui décide de partir, comme d'autres avant elle dans l'épisode précédent, notamment Diane, qui était partie au Commonwealth, qui avait suivi Lance et tous les autres. Là, ça va être Lydia, parce que Lydia, elle en a marre juste de survivre, elle veut vivre, elle veut un petit peu plus que ce que sa mère lui proposait, c'est-à-dire s'adapter, vivre un peu en sauvage, vivre avec le peu de ressources qu'il y a. Non, elle a envie d'avoir une vie un peu plus calme, un peu plus confortable, et on la comprend. Et elle n'accepte pas le fait que Maggie ait décidé pour tout le groupe qu'ils allaient rester à la colline sans partenariat avec le Commonwealth. Donc elle décide de partir, elle n'est pas fâchée avec Maggie, mais voilà, elle est un petit peu en froid. Et Elijah, alors Elijah nous a sorti ça de nulle part, qui a quelques sentiments pour Lydia. Bon, c'est sorti un peu du chapeau. À la rigueur, c'est pas très gênant parce que c'est pas trop développé. Pour le coup, c'est juste au détour d'un dialogue. Elijah décide de l'accompagner. Et à ce moment-là, il y a un cavalier, un jeune homme qui arrive, blessé à mort, avec un carnet dans la main, qui tombe devant les palissades de la colline, en les suppliant de les aider, et qui meurt. Et sur ce carnet, il y a un plan pour se rendre à un endroit où il y a des gens qui auraient besoin d'aide. On va juste après ça se concentrer sur, au Commonwealth, Gabriel qui fait son sermon. Et donc Gabriel qui maintenant habite depuis plus d'un mois au Commonwealth, toujours en couple avec Rosita, c'est les épisodes précédents, épisodes 10, 11, 12, avec tout ce qui s'est passé pendant un mois au Commonwealth. On n'avait pas vraiment eu de nouvelles de Gabriel. Gabriel qui entre-temps a retrouvé son rôle de prêtre. Alors vous savez moi ce que je pense de Gabriel, notamment dans l'épisode 9 où il plantait le prêtre des Reapers. Je trouve que Gabriel avait viré limite un peu psychopathe. Je l'avais trouvé... il était plutôt inquiétant, et pour un prêtre, je trouve que ce qu'il faisait, c'était vraiment inhumain, quoi. Il agissait absolument pas en tant que prêtre, c'était tout sauf un prêtre. Là, il a retrouvé sa fonction de prêtre. Il fait un discours qui, franchement, est vraiment un discours de compassion, un discours chrétien. Et
il insiste un petit peu sur le fait que tout le monde a péché et que tout le monde est pécheur, ce qui est vrai, et que donc on a tous besoin de se racheter, qu'on a tous besoin de s'entraider, qu'on est tous une famille. Tout ça sous le regard de Aaron qui est venu écouter le sermon, un excellent sermon, et Aaron qui est à la place du spectateur et qui se dit est-ce que Gabriel est sérieux après tout ce qu'ils ont vécu. On se rappelle cet épisode bonus de la saison 10 où il y avait Robert Patrick qui faisait un tueur, un psychopathe, et que Gabriel lui avait fait une espèce de discours assez convaincant pour au final le tuer. Donc Aaron se dit mais est-ce que tu es sérieux avec ton discours, parce que c'était quand même vraiment un discours exaltant qui pousse les gens à être meilleurs. Et on voit que Gabriel a évolué parce qu'il dit « Je n'entendais plus Dieu, maintenant je l'entends à nouveau, je me sens à nouveau en phase avec mon rôle de prêtre. » Donc on sent que Gabriel, il a pris du recul sur ce qu'il a fait, il s'est rendu compte que ce qu'il a fait, il avait quand même des choses à se reprocher. Et Aaron vient lui demander de l'aider parce qu'il va partir dans une mission d'aide, de négociation et d'aide pour intégrer un nouveau groupe, un groupe d'une 40aine de personnes qui habitent dans une espèce d'école désaffectée, de bâtiment désaffecté, avec des hommes de Lens et des soldats du Commonwealth. Et Gabriel, parce que c'est quand même un mec hyper intelligent, qui est très prudent et qui a une vision perspicace des choses, il hésite d'abord, et puis bon, il décide d'y aller, et quand il voit la manière un petit peu de faire de Carson, le bras droit de Lens, qui est en charge de la négociation, il se dit, quand il voit aussi cet endroit où sont censés être ce groupe, qui est un endroit assez inquiétant, assez glauque, d'extérieur menaçant, il se dit ça va pas être une bonne idée. On va pas y aller, on va pas faire comme ça. Et Gabriel, c'est pas quelqu'un à qui on marche sur les pieds. Donc quand il reçoit l'ordre d'y aller quand même pour négocier, il va dire non. Il dit ce plan est merdique, on n'y va pas. Donc on sent quand même que Gabriel, même s'il s'est ravisé, même s'il s'est calmé, même si c'est redevenu un prêtre et que, on va dire, il a retrouvé la foi, entre guillemets, il a quand même pas oublié toute son expérience de mec qui est quand même ultra badass et qui est capable de déjouer des situations comme chez les Reapers ou d'autres. Donc il est très méfiant. Et il a bien raison d'être méfiant parce que ce groupe qui a l'air extrêmement menaçant, qui est dirigé par leur patron, entre guillemets, leur leader qui a l'air d'être un prêtre lui aussi, ou en tout cas un chef religieux, il y a des croix partout, ça a l'air très inquiétant à l'intérieur, les gens sont extrêmement méfiants, ils sont armés jusqu'aux dents, mais des armes, des faucilles, donc des armes de ouf. Ils n'ont pas l'air d'être tendres. Et Gabriel et Aaron, qui sont là pour négocier, leur offrir leur aide. Et jusqu'à là, on est là en train de se dire, bon, ces gens-là ont l'air menaçants. Et puis d'un coup, sorti de nulle part, après que cet homme joué par l'excellent Michael Biehn, Kyle Reese dans Terminator, après que cet homme les ait menacés parce qu'il ne se sent pas en confiance, mais après qu'ils aient réussi à le raisonner, de les convaincre de les laisser partir, cet homme se fait tirer dessus par Carson, le bras droit de Lens. Et là, l'épisode, il y a un rebondissement, un retournement de situation total. Et là, on comprend que enfin, où est-ce qu'il voulait en venir Lens et ses hommes, c'est qu'en réalité, cet homme, et on va apprendre dans des tas de flashbacks, et qui pour moi sont le point faible de cet épisode, on va apprendre que Lens, tout comme Carson, sont des anciens de la CIA. Et apparemment, Lens devait probablement être un chef de la CIA. Peut-être pas le directeur, mais en tout cas un chef de cellule pour qui Carson était un tueur de la CIA qui travaillait pour lui. Ça va être clairement dit dans l'épisode. Donc maintenant, on sait qu'est-ce que manigançait Lens dans les épisodes précédents, avec la fausse Stéphanie. En réalité, ce sont probablement tous des anciens agents de la CIA qui ont formé un nid d'espions au centre du Commonwealth pour probablement, à un moment donné, prendre le pouvoir sur Pamela Milton. Donc c'est très très intéressant tout ça, c'est absolument totalement inédit, ça n'est pas du tout dans le comics, même pas de mention de la CIA dans les comics, ni d'espionnage, ni de quoi que ce soit de ce genre. Donc on ouvre sur quelque chose, une intrigue, vraiment on sent que là les zombies c'est absolument plus le... Il n'y a plus de zombies, hein, c'est fini, les zombies c'est anecdotique, on est dans une intrigue d'espionnage et... En même temps, le titre Warlord, Seigneur de guerre, porte bien son nom, puisque c'est un
comment on appelle ça, un nettoyeur de la CIA, que les soldats du Commonwealth sont sous ses ordres, et là, il va commencer à liquider tous les, un par un, presque, il veut liquider presque tous les habitants, tous les résidents de cette communauté, parce qu'un chariot avec des armes et des provisions a disparu quelques jours auparavant, et Lance veut savoir ce qu'il en est advenu, parce que ça peut représenter une menace. Et donc, ce Carson, bras droit de Lance, tout comme Lance, sont persuadés que c'est cette communauté qui est en tort, et en réalité, cette communauté, tous les gens de cette communauté sont surpris, n'avaient pas d'intention mauvaise, certes ils étaient très méfiants et menaçants d'extérieur, mais ils n'avaient pas d'intention mauvaise, ils n'avaient pas du tout l'intention de s'en prendre à nos héros, juste, ils sont totalement surpris, ils n'ont pas l'air d'être au courant de ces armes, et ils sont en train de se faire liquider un par un. Et là, Aaron et Gabriel sont surpris, parce qu'eux-mêmes, ils se sentent trahis dans leur confiance qu'ils ont accordée dans le Commonwealth. Ils arrivent au final à se mettre du côté de ces 40 personnes qui sont dans ce bâtiment, 40 personnes qui descendent très vite en nombre, puisqu'ils vont se faire exécuter, mais très sauvagement, par Carson, le mec de la CIA. Et comment il va les exécuter? En les mettant tout en haut de l'immeuble, au niveau du toit de l'immeuble, et il va les pousser dans le vide, et ils vont s'éclater en bas. Donc c'est une décimation chez les Romains, vous saviez, vous mettez plusieurs personnes, et toutes les 10 personnes, vous en faisiez tomber une dans le vide qui allait s'éclater en bas de la muraille. Ça, c'était chez les Romains, c'était une décimation. Décimé, DK 1 sur 10. Donc là c'est pareil, c'est une technique de guerre en fait que des nettoyeurs de la CIA ou des mercenaires utilisent dans des pays en guerre pour effrayer les autres. Et donc il va dire aux soldats du Commonwealth, bon allez, on les a tous éliminés, maintenant vous allez rentrer dans le bâtiment et vous allez éliminer chaque personne qui ne sait pas où se trouve le chariot avec les armes et les provisions, vous allez les éliminer une par une. Donc là, on a affaire à des barbares qui se croient encore dans l'ancien monde avec, du terrorisme, à agir comme des fous dans des pays du style opération de Barbouze au Moyen-Orient ou dans ce genre de choses. Donc nos héros, ils ne sont pas habitués à ça. Et qui vient sauver la mise de Gabriel? Negan. Negan qui, pendant plus d'un mois, après avoir quitté Maggie à la fin de l'épisode 9, il a erré tout seul et il s'est intégré à cette nouvelle communauté de personnes qui habitent dans cet immeuble, de personnes qui sont très croyantes, très pieuses, qui cherchent à avoir un renouveau, qui cherchent à avoir un nouveau départ dans ce monde, et c'est ce que cherche Negan, parce que Negan, il est encore hanté par les actions qu'il a fait depuis qu'on l'avait vu en début de saison 7, donc en tant que chef des sauveurs, même s'il s'est repenti, entre guillemets, et qu'il a quand même grandement avancé dans son chemin de rédemption, il avait quand même envie d'être dans une communauté et de faire un nouveau départ et d'aider les gens et faire un renouveau, un départ, une remise à zéro. Et il était en vadrouille avec une des habitantes de ce domaine-là, de cet immeuble, et c'est à ce moment-là, quand il revient de sa patrouille, qu'il s'aperçoit que tous sont menacés et sont en train de se faire exterminer par les gens du Commonwealth, et que Gabriel et Aaron sont eux-mêmes pris en otage par les soldats du Commonwealth. Donc Negan qui vient et qui sauve la mise de Gabriel, qui permet à Aaron de s'échapper, et surtout, c'est lui qui va donner le carnet au jeune cavalier que l'on a au tout début de l'épisode qui meurt juste dans les bras de Lydia. Il va lui donner le carnet et dire à ce jeune homme expressément, tu remets ça à Maggie à la colline, à personne d'autre, tu lui remets en personne et tu lui dis que Aaron et Gabriel ont besoin d'aide. Donc, Negan, en fait, a une confiance totale dans Maggie, dans l'humanité de Maggie. Il sait que Maggie, elle va venir au secours. Il sait que Maggie, elle va faire les choses bien comme il faut. Ça veut dire que Negan a très très bien cerné la personnalité de Maggie, qu'il est prêt à lui faire confiance, qu'il est prêt, voilà, il est prêt vraiment à lui faire confiance plus qu'à d'autres encore. Ça nous permet de comprendre que quand Maggie va découvrir que c'est Negan qui a sauvé la mise de Gabriel et de Aaron, qui a fait en sorte qu'elle vienne pour donner son aide, pour sauver cette communauté, probablement qu'elle va avoir un regard sur Negan encore différent et qu'elle va s'apercevoir que Negan fait vraiment des efforts pour changer.
Et c'est ce qui fait que le duo Maggie-Negan dans le spin-off Isle of Dead va au final s'avérer plus logique qu'il n'y paraît. Donc moi je suis très très content de cette relation qu'on est en train, de cette relation de confiance à distance qui est en train de s'établir entre Negan et Maggie par des petites touches, donc durant les 9 premiers épisodes, puis maintenant dans cet épisode-là, même s'ils ne se voient pas en personne, mais ils se verront très probablement dans le prochain épisode ou dans celui d'après. Je suis très content parce que ça permet non seulement une rédemption de Negan, mais aussi de creuser la relation de confiance qui va s'établir de plus en plus. Et donc j'ai encore plus hâte de voir le spin-off où les deux seront côte à côte. Là, il n'y aura pas d'autres persos, c'est vraiment les deux. Donc j'ai extrêmement hâte de voir ce spin-off qui est très pertinent, je trouve. Au-delà de ça, l'épisode se termine en pleine dans l'action, donc on pourrait dire que c'est un épisode en 2 parties, parce que là c'est vraiment le 1 sur 2, même si l'épisode s'appelle Warlords, et c'est pas 1 sur 2, et la semaine prochaine Warlords 2 sur 2, c'est quand même un épisode clairement en première partie, où l'action est interrompue direct au milieu, avec un Negan qui est en train de revivre le traumatisme que lui a infligé à nos héros au premier épisode de la saison 7, puisque là, c'est Carson qui, du haut du toit, exécute les gens et les fait tomber dans le vide et leur éclate la tête, les fait tomber dans le vide de plusieurs dizaines de mètres. Donc, on voit Negan qui... le fait d'entendre que les gens sont en train de supplier pour leur vie et sont exécutés à bout portant et d'une manière assez ignoble, ça lui rappelle le souvenir et ça le fait, on voit vraiment sur le visage de Negan que ça le fait souffrir, que ça réveille en lui des souvenirs qu'il aimerait oublier et donc ça contribue à la rédemption de Negan encore plus. Alors, ça c'est tout ce qui est scénario. Maintenant, les personnages jouent extrêmement bien, tous sans exception, les dialogues sont de qualité, il y a des petits détails qui renforcent la crédibilité, comme le fait que par exemple Aaron montre à travers un smartphone, alors c'est un iPhone, je pourrais pas vous dire si c'est l'iPhone 2, 3 ou 4, mais c'est un iPhone qui a au moins 10 ans, donc qui date des tout débuts de l'épidémie qu'on avait encore en 2010, 2011, 2012. On le sait parce qu'ils ont gardé l'électricité au Commonwealth, donc ils ont gardé leur technologie, et ils montrent des photos du Commonwealth sur le smartphone aux personnages, donc aux chefs de cette communauté, pour les convaincre de rejoindre la communauté du Commonwealth. Donc ce genre de technologie qui était totalement absente de The Walking Dead, puisqu'on était revenu à l'âge féodal, ce genre de technologie renforce la cohérence, la crédibilité de se dire que, ben oui, pendant tout ce temps-là, le Commonwealth, ils ont toujours eu la technologie, la télé, d'ailleurs ils parlent de cinéma et beaucoup d'autres choses. Pour eux, c'est vraiment hors du temps, quelque part, ils n'ont pas du tout connu l'apocalypse comme le reste de nos héros. Et c'est intéressant aussi de voir qu'il y a eu beaucoup d'autres communautés qui ont survécu ça et là, alors que nous, pendant presque 11 saisons, pendant 10 saisons et demie, nous n'avons vu quasiment que 3 ou 4 communautés, à savoir Alexandria, la colline, les Sauveurs avec le sanctuaire, Oceanside, et au final très peu de communautés. Et là, que ce soit l'épisode d'il y a 2 semaines où on avait, ou la semaine dernière, je sais plus, où on avait Carole avec Lens qui allait visiter ceux qui cultivent du pavot, donc une petite communauté. Là, une autre petite communauté, enfin plutôt grosse communauté de 40 personnes dans un bâtiment, et on sent qu'il y a beaucoup d'autres communautés. Preuve que en fait, nos héros, ils n'ont au final ils se sont pas tant éloignés que ça de Alexandria et de la colline, ils n'ont pas cherché à aller vers d'autres personnes, mais ils ont défendu ce qu'ils avaient et ils sont restés quelque part dans leur périmètre sans s'étendre aux autres. Mais The Walking Dead, malgré tout, il y a eu des survivants à droite, à gauche, partout, des petites communautés qui se sont établies, et ça c'est extrêmement intéressant. Le point faible de cet épisode, alors moi je ne vais pas vous parler de cadrage ou de ce genre de choses techniques, ça ne m'intéresse pas vraiment d'en parler, mais là où je vais vous en parler, c'est les allers-retours. C'est action présente, puis ensuite une semaine en arrière, les événements avec Aaron, puis encore une semaine et 1 heure en arrière, les événements avec Carson et Lance où ils se parlent, et ensuite on revient à 1 semaine, donc c'est-à-dire 1 heure après, et ensuite on revient au temps présent. Donc vous voyez, déjà pour moi c'est compliqué de vous l'expliquer et de le suivre, ça embrouille un petit peu. Je trouve que c'était pas nécessaire de faire sans arrêt des time jumps comme ça, 1 semaine, 1 heure avant, 1 semaine et 1 heure, 1 heure, présentement,
je trouve que c'était pas nécessaire. Ça embrouille plus qu'autre chose. Parce que certes, ils ont voulu montrer des scènes à différents points de vue, mais c'était pas nécessaire. Ils auraient mieux fait de le faire dans l'ordre chronologique. Bon, après, c'est pas très très grave, mais je trouve que ça embrouille le spectateur plus qu'autre chose. C'est artificiel. Artificiellement, ils ont voulu compliquer un petit peu en faisant des flashbacks, vous savez, un petit peu à la manière de Tarantino. On fait les choses une semaine avant, puis ensuite un mois après, puis un chapitre 2, ce genre de découpage. Ce genre de découpage, je ne le trouve pas pertinent, encore moins pour un épisode. Si c'était dans une saison complète, mais là, ils nous ont déjà fait le time jump avec, à la fin de l'épisode 9, ce qui se passe dans 6 mois. Maintenant, déjà, d'ailleurs, on comprend mieux pourquoi Maggie est extrêmement méfiante. Mais là, je pense que, ou je crois que c'était 3 mois après, mais là, je pense que c'était pas nécessaire de faire des allers-retours, des flashbacks au sein de un épisode. Ça embrouille le spectateur. En tout cas, moi, ça m'a embrouillé, ça m'a gêné. Après, c'est pas extrêmement gênant. Tout le reste est au top niveau, que ce soit vraiment au niveau des décors, au niveau des costumes, au niveau de l'interprétation, au niveau de l'intensité, au niveau de l'émotion que l'on voit sur le visage, au niveau de la psychologie des personnages. Tout ça est très bon, mais ces flashbacks et ces allers-retours incessants entre quelques jours avant et quelques jours après, c'est vraiment pas nécessaire. Mais malheureusement, j'ai vraiment le sentiment que c'est un parti pris de Angela Kang. Elle aime bien faire ça. C'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle avait déjà fait, il me semble, dans la saison précédente. En tout cas, je crois qu'elle avait aussi fait dans les 8 premiers épisodes. Il me semble qu'il y avait un épisode comme ça avec sans cesse des allers-retours. C'est pas la première fois qu'elle le fait. Et c'est franchement assez agaçant. Un peu, mais il faut pas en abuser. Et là, je trouve que c'est un peu trop. Bon, c'est pas très gênant. On verra la semaine prochaine. Normalement, ça devrait se passer au moment présent. Et puis il est temps qu'on arrive à la fin de ce time jump, ce qu'on avait en fin d'épisode 9 avec ce face-à-face Daryl, Maggie, parce qu'on arrive, mine de rien, la semaine prochaine, on sera à l'épisode 14 sur 16, et donc on arrivera à la fin de la deuxième partie. Ensuite, on aura la pause, et cet été, on aura les 8 derniers épisodes de fin de série. Voilà, c'était mon avis sur cet épisode 13, donc un excellent épisode, un peu gâché par la mise en scène Time Jump, mais qui reste quand même du très bon niveau et qui est totalement inédit, qui n'existe pas dans les comics, qui permet encore de creuser les personnages et, entre autres, d'amener encore plus de logique, de cohérence et de hype sur le spin-off qui a été annoncé, Maggie Negan. Voilà ce que je peux vous dire sur l'épisode 13, review 100% spoilers. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 14. Merci à toutes et à tous, passez une bonne semaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.